Bonjour les amis, j'espère que chez tout le monde ça va. Aujourd'hui, ce message, cette petite vidéo, elle est destinée à nos amis panafricanistes de la sous-région. Nous, ici, on émet à partir du Mali. Et cette vidéo, on l'a fait justement pour nos amis panafricanistes qui sont au Burkina Faso, qui sont au Niger, qui sont au Tchad, qui sont partout, hein, qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout. Voilà. Donc, c'est principalement pour leur expliquer euh, pourquoi Anéfis est important pour nous, les Maliens. Pourquoi la prise d'Anéfis, elle est importante. Anéfis, c'est une petite localité qui est située à peu près à une centaine de kilomètres de Kidal, 110, 112, 113 kilomètres de Kidal. Et Anéfis, ça fait pratiquement 10 ans, 11 ans que l'armée malienne euh, avait perdu, on va le dire comme ça, avait perdu Anéfis, avait perdu Anéfis. Bien que l'armée reconstituée soit à Kidal, elle n'est pas libre de tous ses mouvements, elle est quasiment dans un camp militaire, elle ne peut pas patrouiller comme elle veut, et Anéfis était dans les mains des groupes armés, c'était sous le contrôle des groupes armés, et on va vous expliquer pourquoi c'est important aujourd'hui, cette reprise par l'armée malienne de Anéfis. C'est très important que vous écoutez cela, ça va vous permettre de comprendre une partie de notre histoire. Vous savez, en 2013, en janvier 2013, lorsque l'opération Serval, l'opération française Serval a débuté, en janvier 2013, le but était de permettre au Mali de reconquérir ses territoires occupés. Les territoires, c'était Gao, c'était Tombouctou, c'était Kidal, etc. C'était tous les territoires qu'on avait perdus suite à l'offensive de plusieurs groupes armés. Et les groupes armés, il y en avait aussi qui étaient des groupes armés terroristes. Voilà. Certains n'étaient pas au début des groupes armés terroristes. C'était des groupes armés indépendantistes seulement, c'était des gens qui disaient non, écoutez, on veut notre indépendance et c'est tout. Mais par la suite, ils se sont mis avec des groupes armés terroristes et finalement, ils ont été traités comme tels. Alors, la France, elle a décidé d'intervenir en janvier 2013. Elle a dit, bon, on ne peut pas laisser le Mali comme ça tomber dans les mains des terroristes. Il faut qu'on aille aider nos amis maliens. Et lorsque les Français sont venus, euh, les Maliens étaient contents. Les Maliens étaient contents parce que dans la circulation, on voyait des drapeaux français partout, accrochés à des motos, sur les tableaux de bord de voitures. Le nombre de Maliens qui avaient des drapeaux français accrochés un petit peu partout chez eux, partout. Il y avait un monsieur même qui faisait le tour du pont. Ça, il faisait des va-et-vient sur le pont Roi Fad. Il y a un pont qui porte le nom du Roi Fad ici. Et il y a un monsieur qui faisait des va-et-vient avec le drapeau français, plusieurs drapeaux français d'ailleurs. Et les gens, quand les gens le voyaient, les gens étaient contents de le voir faire ses va-et-vient. Parce que les gens n'avaient pas encore compris à cette époque-là la stratégie de la France. Lorsque les Français sont venus, les Français ont demandé à la CEDEAO de se mettre en place rapidement, de mettre rapidement un mouvement en place, des forces en place, des forces en place. Et ces forces étaient censées aider la France et l'armée malienne à reconquérir le reste des territoires maliens. Ces forces-là on les a appelées la MISMA, la mission de soutien au Mali. Et bon, la CEDEAO, les Français voyaient que la CEDEAO n'y arrivait pas trop. C'était difficile de mettre en place des forces, de les mettre en mouvement, de les organiser. Et donc la France, avec le peu de forces présentes, le peu de forces de la MISMA présente, ainsi que l'armée malienne, la France a commencé à aider l'armée malienne à reconquérir le territoire. Mais il y avait eu déjà des petits problèmes. Parce qu'à l'époque, vous savez, à l'époque, nous étions dans une transition. On était dans une transition parce qu'il y avait eu un coup d'État en mars 2012. Et le président ATT était tombé et d'autres personnes étaient là au pouvoir. Et le président Dioncounda, qui était le président de la transition à l'époque, avait fait une demande à la France. Il avait une demandé aux Français de venir nous donner un coup de main.
les Français venaient nous aider. Mais dans cette lettre de Dioncounda, on a vu que en fait, c'était une intervention aérienne qui avait été demandée. Donc, l'armée malienne devait rester au sol. On devait avoir nos troupes au sol. Et l'armée française, l'aviation française devait nous appuyer. Par la suite, on l'a su, parce que le Premier ministre de l'époque, qui était Diongo Sissoko, l'a dit. Il a dit non, mais nous, on a demandé à la France un appui aérien. Et nos hommes allaient rester au sol pour faire le reste du boulot. Mais la France, hop, elle a pris armes et bagages et tout. Elle a tout amené. Et, voilà, et puis elle est venue. Avec des hommes au sol et l'aviation. Et c'est comme ça que l'opération Serval a débuté en janvier 2013, avec quelques forces de la MISMA et puis l'armée malienne. Et en l'espace de 3 mois, 4 mois, très rapidement, les grandes villes qui avaient été perdues ont été récupérées, notamment Tombouctou, notamment Gao, et puis il y avait d'autres villes à côté, voilà, on a commencé à récupérer un peu le territoire. Voilà. Mais lorsque l'armée malienne est arrivée à Anéfis, parce que Anéfis, c'est un petit peu comme les portes de Kidal. Hein. Quand on arrive à Anéfis, après Anéfis, on parcourt à peu près 100 km, 112 km, 113, et on arrive à Kidal. Lorsque l'armée malienne est arrivée à Anéfis, eh bien, on a vu que la France, elle dit non, mais écoutez, vous n'allez pas pouvoir passer. Et là, l'armée malienne dit, mais comment ça, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, non, attendez, nous, on vous a aidé à récupérer Gao, on vous a aidé à récupérer Tombouctou, mais il n'y a pas question hein, de vous aider à aller à Kidal. Hein. Votre avancée vers Kidal, non, on stoppe ça ici. Et là, les informations qu'on a eues, hein, à l'époque, on a eu des informations qui faisaient état d'un refus catégorique de la France. Ils sont même menacés. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit à l'époque que la France leur a dit, non, attention, si vous avancez, on vous tire dessus. Oui, donc l'armée malienne a été empêchée d'avoir accès à Kidal. Par qui? Par l'armée française. Et après, lorsque les politiques français ont commencé à tenter de donner des explications au comportement de l'armée française, ils ont dit non, mais écoutez, vous savez, si on laisse l'armée malienne passer, il risque d'y avoir de la casse lorsqu'ils vont arriver à Kidal, il y aura des exactions, ils vont vouloir se venger. Vous savez, l'armée malienne, elle n'est pas professionnelle. L'armée, elle est comme ci, l'armée, elle est comme ça. Si on les laisse partir, ils vont vouloir se venger sur la population de Kidal. Donc, ils ont essayé d'expliquer cela. Et à Bamako et dans le reste du Mali, tous ceux qui avaient des drapeaux français accrochés sur leur moto, dans leur voiture, devant leur maison, etc., tout le monde a décroché. Tout le monde a décroché, tout le monde a compris la trahison. Et c'est depuis ce temps-là, hein, en 2013, qu'ils ont fait de Kidal une enclave. C'est-à-dire, l'armée ne peut pas y aller. L'armée ne peut pas y aller. Ils ont bloqué le passage. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il se trouve, d'après ce qu'on nous a raconté, il se trouve que les colonels qui sont aujourd'hui au pouvoir, je ne sais pas si c'est eux tous, mais certains d'entre eux, je pense, étaient à l'époque à Anéfis, ce jour-là. Ah, c'était, je crois, au mois de mai, hein, au mois de mai-juin, comme ça, 2013. Ils étaient là-bas et ils ont vu leur progression stopper. Et quand ils ont compris cela, ils ont compris qu'il y avait de la trahison, c'est eux aujourd'hui qui sont au pouvoir. En tout cas, certains d'entre eux, je ne sais pas si eux tous étaient à Anéfis, mais certains d'entre eux sont au pouvoir aujourd'hui et ils savent que la France avait trahi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque l'armée malienne a mené ces opérations-là, il y a de cela 48 heures, pour récupérer Anéfis, c'était très dur, il y avait un rideau de fer très solide, mais ils ont pu récupérer. C'est très important que les gens comprennent la portée de cette récupération de Anéfis. Ouais, parce que l'armée malienne avait été stoppée là-bas par la France pour pas qu'on ait accès à Kidal, parce qu'ils voulaient continuer à utiliser Kidal comme moyen de pression sur les autorités maliennes. Parce que c'est toujours cela qu'ils font. Toujours, la France, les dirigeants français cherchent à tirer profit des deux côtés. Ils veulent tirer profit de l'État malien en leur disant, bah, écoutez, il y a Kidal, hein, donc si vous ne faites pas ce qu'on veut, bah,
les gens qui sont à Kidal, là, ils vont se fâcher. Et quand ils vont du côté de Kidal aussi, ils vont dire, ah, mais attention, mais il y a l'État malien, hein. Si vous n'êtes pas trop d'accord avec nous, bah, écoutez, il y a l'État malien, on va leur permettre de récupérer le reste de leur territoire. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, aujourd'hui, l'armée malienne a récupéré Anefis, c'est très important. Et je sais que la France, c'est parce qu'elle sait que nous avons aujourd'hui des partenaires fiables, très fiables, oui, les Russes notamment, que la France, elle n'intervient pas elle-même. Parce que, de la manière dont nous sommes en train de récupérer le reste de notre territoire, eh bien, sachez que si la France, si nous n'étions pas accompagnés de certains partenaires dont la France a peur, la France aurait intervenu elle-même militairement sur notre territoire. Parce qu'en 2014, je crois bien que si je ne me trompe pas, ça va être en 2014, lorsque le Mali avait récupéré, parce qu'il y a eu plusieurs batailles d'Anefis. Anefis, il y a eu plusieurs batailles. Mais lors d'une des batailles, le Mali, l'armée malienne avait récupéré le territoire malien pendant quelques heures. Si je me rappelle très bien, c'était en 2014, lors du passage de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Après, l'armée malienne a été chassée de Kidal. Et l'armée a reçu l'instruction de partir et de récupérer Kidal. Et pendant quelques heures, on avait récupéré Kidal, mais on y avait été chassé. Et à l'époque, les informations qu'on a eues, c'est qu'il y avait des mercenaires français sur le terrain qui se sont ajoutés aux groupes armés pour chasser l'armée malienne de Kidal. Tout le monde se rappelle de cette période-là. Alors, pour maintenant essayer de revenir un petit peu en arrière sur notre histoire. Vous savez, le Mali fait frontière avec l'Algérie. Le Mali fait frontière avec l'Algérie. Et l'Algérie, tout le monde le sait, dans les années 1988, 89, 90, jusqu'en 2002 pratiquement, jusqu'en 2000, disons, oui, jusqu'en 2002 pratiquement, l'Algérie a vécu ce qu'on appelait la décennie noire. La décennie noire, c'est quoi? Brièvement, en quelques mots, vous savez, lorsque l'Algérie a pris son indépendance en 1962, le Front de Libération Nationale, qui était un grand mouvement, s'est battu acharnement contre l'armée française qui occupait leur territoire. Lorsqu'ils ont eu la victoire en 1962, ce mouvement qui est par la suite devenu un parti politique, et c'est ce parti unique qui dirigeait l'Algérie jusque dans les années 1988-89. Dans pratiquement 40 ans, 50 ans, un truc comme ça. C'est ce parti unique qui dirigeait. Mais il se trouve que dans les années 1988-89, il y a eu d'énormes difficultés. Vous savez, lorsqu'un parti dirige un pays pendant 30 ans, 40 ans, à un moment donné, la population en a marre. La population, elle est fatiguée. Elle ne veut plus de ce parti. Elle est là de cela. Elle est fatiguée. Et s'ajoutant à cela, il y a eu une crise du pétrole dans les années 86. Il y a les prix du pétrole, le baril du pétrole qui s'achetait à 30 $, finalement, on l'a eu à 10 $. Donc, vous savez, donc le pétrole a perdu de sa valeur, alors que l'Algérie s'appuie beaucoup sur le pétrole. Alors, si à chaque baril que tu vends, tu peux avoir 30 $, si du jour au lendemain, on te dit que non, le baril, maintenant, tu l'as à 10 $, tu peux le vendre à 10 $. Donc, il y a moins d'argent dans les caisses. Donc, la population algérienne, elle était fatiguée. Elle était extrêmement fatiguée. Elle a commencé à se révolter. Il y avait du chômage, il y avait des difficultés, d'énormes difficultés. Alors, le président de l'époque, dans les années 88, 89, il a dit, bon, c'est bon, ça va, je vais changer la constitution algérienne. Je vais permettre le multipartisme et plusieurs partis pourront, voilà. Et c'est comme ça que le Front islamique du salut et d'autres partis politiques ont émergé. Et lorsque le Front islamique du salut a émergé, les Algériens ont trouvé du talent, ont été séduits par le Front islamique du salut et ont commencé à laisser tomber le FLN. Le FLN a commencé à être laissé tomber, le Front de Libération Nationale. Donc, le président de l'époque algérien, en 1989, je vais regarder mes papiers, en 1989, il change la constitution, il permet le multipartisme. Le Front islamique du salut remporte les élections locales, remporte les élections législatives en 1991. Et là,
en 1992, l'armée qui était au pouvoir, parce que c'était l'armée, le parti, le Front de Libération Nationale, qui était au pouvoir, l'armée annule les élections en 1992, parce que l'armée et le parti se disent, non, écoutez, le Front islamique du salut, c'est un parti radical, c'est un parti islamiste, rigoriste, qui va vouloir faire de l'Algérie une république islamique. Ils ont eu peur, donc ils ont annulé. L'armée a annulé l'élection en 1992. Et ils ont poussé le président à la démission. Et lorsque le président a démissionné, c'est là que le Front islamique du salut dit, bon d'accord, c'est bon, c'est ça. Donc dans ces cas-là, nous, on va rentrer dans le maquis, on va prendre les armes. Et il y a eu plusieurs groupes armés, ils ont pris les armes contre le pays. Et d'après les chiffres, il y a eu à peu près 150 000 morts pendant pratiquement 10 ans. Oui. Donc de 1992 à 2002, c'était la guerre civile. C'était la guerre civile. Et lorsque Bouteflika a été élu en 1999, il a pris une loi d'amnistie pour amnistier beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont été amnistiées. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, les groupes armés ont perdu de leur force. Mais il se trouve que suite à leur défaite, dans les années 2000, les groupes armés qui étaient en Algérie, dans le nord du Mali, quasiment, et le sud de l'Algérie, ces groupes armés ont quitté le sud de l'Algérie pour quand même faire de certaines villes du Mali leur base arrière. Parce qu'à chaque fois que l'armée algérienne les frappait fort et très dur, ils se repliaient dans le nord du Mali. Et malheureusement, le Mali n'a pas vu ça venir. Les Maliens n'ont pas pris de dispositions assez rapidement pour sécuriser leurs frontières, pour surveiller ces mouvements armés qui se mettent en place. Et ces mouvements ont donné la main à d'autres mouvements armés dans le nord du Mali. Et c'est ainsi que, à la faveur de la chute de la Libye du colonel Kadhafi en 2011, eh bien, ces mouvements armés, tous ces mouvements se sont mis ensemble et ils ont attaqué l'armée malienne en janvier 2012. En janvier 2012, une grande partie du territoire a commencé à être attaquée. Il y a plusieurs villes qui ont été attaquées. Je vais même vous dire, voilà, le 17 janvier 2012, le MNLA et le Moujao, donc il y avait le MNLA, il y a le Moujao, il y a AQMI et Ansardine, tous ces mouvements ont déclenché une guerre contre l'armée malienne. Et ils ont pris la ville de Ménaka, ils ont pris Aguelok, ils ont pris Tessalit. Et suite à ces attaques-là, donc il y a eu un coup d'État en mars 2012. Et quand il y a eu un coup d'État, d'autres villes sont tombées, notamment des grandes villes telles que Kidal, telles que Tombouctou, telles que Gao. Et sur le mois d'avril, pratiquement le 6 avril 2012, que le MNLA est sorti pour dire, bon c'est bon, nous on arrête les offensives, on arrête la guerre. Ils ont déclaré l'indépendance de ceux qu'ils appellent l'Azawad. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle tous les 6 avril, des fois ils sortent les drapeaux pour énerver les gens. Alors, maintenant, à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année 2012, le MNLA ne s'est pas compris. Il y avait des divergences de point de vue avec les autres groupes armés, le Moujao, AQMI et Ansardine, parce que ceux-ci, en fait, eux, ils voulaient seulement faire leur business. Eux, ils voulaient faire leur business, ils voulaient d'un État islamique, et, parce qu'ils faisaient tout type de trafic, le trafic d'êtres humains, trafic de cigarettes, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que certains de ces groupes qui étaient en connexion avec les groupes armés algériens ont vu que bon, il n'y a plus d'avenir en Algérie, voilà, parce que l'État algérien a pu s'entendre avec une partie d'eux. Ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans l'accord, ils ont été matés. Et donc c'est ainsi que le nord du Mali, une partie du nord du Mali, était favorable à leur expansion. Donc ils ont occupé là-bas et ils faisaient tout leur business. Mais ils n'étaient pas d'accord avec le MNLA parce que le MNLA voulait l'indépendance. Eux disaient non, nous on n'est pas dans l'indépendance. Donc les combats ont commencé entre le MNLA et ces différents groupes armés. Et le MNLA a été chassé du mois d'avril-mai jusqu'en fin d'année
jusqu'en décembre, jusqu'en janvier 2000, jusqu'à ce que Serval vienne en fait, jusqu'à ce que l'opération Serval vienne en 2013, ils ont été chassés. Et lorsqu'ils ont été expulsés carrément de là-bas, ces groupes armés ont fait la loi là-bas. Et la France, voyant que ces groupes armés étaient en train d'évoluer, vers Konna, vers Sévaré, donc la France, ils dit, bon, écoutez, est-ce qu'on va pas faire une intervention? Ils ont proposé au Mali, et les Maliens disent, oui, on veut une intervention aérienne, une aide aérienne, et nous, on est là sur le terrain. Non, la France, elle a choisi de venir elle-même, voilà, et d'envoyer, de déployer des militaires au sol. Et les militaires se sont déployés au sol, et c'est ainsi qu'ils ont commencé à reconquérir les différentes régions du Mali, du nord notamment. Et lorsque les groupes armés ont été chassés, en Sardine, Moujao, Akmi, etc., quand ils ont été chassés des grandes villes, des grandes capitales régionales, eh bien, la France, elle a remis en selle, elle a rappelé le MNLA pour les remettre en selle. Elle leur a dit, écoutez, le MNLA il y avait certains d'entre eux qui étaient au Burkina Faso, il y en avait qui étaient en Mauritanie, d'autres ailleurs, donc on les a appelés. On leur a dit, non, venez vous reconstituer, on va faire les accords avec le Mali. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus. Comme ça, sinon ils avaient été chassés. Voilà. Donc, c'est un petit peu cela. Anéfis, c'est important pour les Maliens parce que l'armée malienne a été empêchée là-bas. C'est à partir d'Anéfis, pratiquement, que les Maliens ont connu la trahison des dirigeants français, de l'armée française. Parce qu'on a été empêchés d'avoir accès à Anéfis. On ne pouvait pas dépasser Anéfis. On ne pouvait pas aller à Kidal. Voilà. C'est important qu'aujourd'hui, on vous le dise parce que aujourd'hui, Anéfis est récupéré. Alors, pour finir maintenant avec cette émission, il y a quelque chose que je voulais dire qui est quand même important. Vous savez, lorsque dans votre pays, il y a du terrorisme, votre pays est frappé par le terrorisme, lorsque votre pays est frappé par le terrorisme, eh bien, il est important que les pays limitrophes à ce pays fassent extrêmement attention. Parce que lorsque l'armée va avoir le dessus et va commencer à bouter ces terroristes de leur territoire, ils vont aller où? Ils vont aller dans le pays voisin. Bah oui, c'est comme en Algérie. Lorsque les Algériens les ont boutés, ils sont venus où? Ils sont venus au Mali. Lorsque les Maliens vont les bouter, ils vont aller où? Ils vont aller dans les pays voisins. Aujourd'hui, le Mali s'est mis avec qui? Avec le Burkina et le Niger. Donc on les boute ensemble. Et lorsque nos territoires vont les bouter, quand on va avoir le dessus totalement sur eux, on va les dégager d'ici, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller dans les pays voisins. C'est la raison pour laquelle il est important que ces pays voisins s'y mettent. Et ces pays voisins ne s'y mettent pas, justement. Ils ne s'y mettent pas. Ils laissent les choses se faire. Et jusqu'au jour où ces terroristes vont commencer à envahir ces pays voisins aussi. Et voilà. Donc, le Mali, le Niger et le Burkina doivent garder cette configuration. Ils sont contraints. Ces trois pays sont contraints de garder cette configuration. Il faut maintenir le cap. Peut-être qu'ils peuvent à un moment donné changer les hommes. Ça, c'est eux qui décident. Mais ils doivent maintenir cette dynamique avec ces partenaires-là. Cette dynamique, parce que nous avons un destin en commun. Si aujourd'hui, l'un de nos trois pays ne combattait pas les terroristes comme il se le devait, comme on est en train de le faire, eh bien, ça va affaiblir notre coalition. C'est la raison pour laquelle il y a eu AES, l'Alliance des États du Sahel, et cette alliance doit vivre le plus longtemps possible, doit maintenir cette dynamique le plus longtemps possible. Voilà. Aujourd'hui, je suis sorti pour vous expliquer un petit peu à quel point Anéfis est important pour les Maliens, parce que l'armée malienne a été stoppée là-bas par l'armée française. Ils ont dit non, vous ne progressez plus, vous ne partez plus, vous n'allez pas partir vers Kidal, parce que nous, on utilise Kidal pour avoir un moyen de pression sur les deux côtés. Voilà. Après cela, on va vous expliquer, lorsqu'on va prendre Aguelok aussi, on va faire une émission pour vous expliquer à quel point Aguelok est un signal très fort pour nous aussi. Parce que Aguelok aussi, c'est là-bas que le 17 janvier 2012, il y a eu des attaques. Des attaques qui ont duré à peu près 5-6 jours, où on a perdu un nombre indéterminé, non connu jusqu'à présent même, de militaires et de civils, etc. Toujours les rapports auxquels nous avons accès nous disent toujours des chiffres, mais les vrais chiffres, personne ne les connaît exactement. On a perdu beaucoup d'hommes là-bas lors de la bataille d'Aguelok. Parce que là-bas, on a beaucoup de militaires qui ont été égorgés. Ils ont été égorgés entre le 17 janvier 2012 et le 24 janvier 2012. Merci et à bientôt.
Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. Tara agence Dunia mɔgɔw de fɛ vraiment an ye bonya sɔrɔ an ye karama sɔrɔ baara bɛɛ kɛra kɛcogoya la. Hukumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ ni o ye san 2024 ye o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ o tumana a kana a bolo don maa wɛrɛ bolo ni k'a kunkolo kalifa yɔrɔ caya a ye wuli ka taa ka ko bɛɛ lajɛlen to agence Dunuya bolo baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 walama 50 64 94 48 la ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. agence Alimura k'u b'a da alisimɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan u bɛna imura kɛrɛnkɛrɛnnen bolo da o min bɛna kɛ san 2023 ne ka se san 2024 ma tagama min bɛna daminɛ septembre kalo la ka kucɛ décembre kalo la agence Alimura u ye kunnafoniya di ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni imura taamaga kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna kɛ habina kɛ lɔgɔkun 2 ɲɔgɔn bɔɲɔngo kɔnɔna na Arabi Saoudite ka olu ka jamana kɔnɔna tagama min bɛna kɛ Médine ale ni Maka ni ɲɔgɔn cɛ agence Imura ko k'a b'a da alisimɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ko bolikumadɔn o ka fisa ni sen ka di ye bawo ni imura taga kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ko bere dalen don a sɔngɔ kun $2,250 ye ko in bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn o ma min kɛra u ka visa sɔngɔ avion sɔngɔ siyɔrɔ ko dumuni ko fo ka taa se u bɛ tagama min kɛ Arabi Saoudikaw ka jamana kan min bɛ kɛ Médine ale ni Maka ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ sefa wari $2,250 in na agence Alimura u y'a yira k'a fɔ n'a ka di maa min ye ka visa kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ni imura taga in na olu bɛ o baara fana kɛ o sɔngɔ ye $200 u y'a yira a ka dayɛlɛlen don agence tɔw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ yen ni aw ka visa ko gɛlɛyalen don wali kelen n'aw bɛ fɛ ka visa ɲini aw ka taamadenw ye ko aw ka jigi kɛ agence Imura ye u b'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ aw ye agence Imura ko a bɛ dugawu kɛ ala ka ɲina imura tan ka segin nɔgɔya alisimɛ bɛɛ lajɛlen ye ni maa min b'a fɛ ka kaba pɛrɛn minɛ ni ka yeguru bila i ka bolo kan i taalan kɛ jufruti ye o MT a kutukutu dɛ ni ma mais jufruti dɔn i b'a dɔn n'i y'a ni sɔmina na i tɛ nin bila exactement n'i y'a kusugi fɔlɔ de ka sɔrɔ voilà o la fɛn minnu bɛ yen dalufɛn minnu b'a la n'a mélangera a bɛɛ ka kan t'a kɔnɔ e bɛ fɛn dɔn kojugu ne tɔgɔ Baba Tanja ne ye commerçant ye n bɛ karo feere de kɛ karo suguya bɛɛ bɛ yen nɔ ka taa 60 120 ka taa se fasadiw ma ka taa se gere ani fayansiw ani antidérapants maintenant espagnoliw bɛ yen indiens bɛ yen belebeleba fara fitinin ni a mankan kan an bɛ sɔrɔ Jelibugu ni Sutuba kaburudon ni ɲɔgɔn cɛ weleweleda min bɛ yen nɔ o ye baara bɛɛ ye danaya de ye n'an bɛnna min kan ni Ala ka jɛ ye a bɛ latigɛ ten téléphone numéro bɛ n bolo o ye 76 76 29 ani 26